C'est vrai que l'expérience de PayPal n'est pas nécessairement pour tout le monde. Nous, c'est ce qu'on dit aux startups en général ou à tous les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que c'est bien de laisser le choix aux consommateurs. Et en France, par exemple, on sait que entre 70 et 80% des acheteurs veulent payer avec leur carte. Moi, j'aime bien raconter que c'est avec le passé du Minitel. Depuis 85, les acheteurs français ont l'habitude de payer par carte. Et donc, c'est vrai qu'une certaine génération aime payer par carte aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de voir leur numéro de carte volé. Même si ça arrive, ils se disent « bon, ma banque va me rembourser et je récupérerai une nouvelle carte ». Sauf que s'il faut attendre une dizaine de jours sans carte, c'est pas évident. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Chers auditeurs, je vous propose pour la première fois une série spéciale dans le panier et cette série concerne le paiement. Dans ces épisodes, je reçois des acteurs incontournables et leur pose des questions pratiques pour devenir incollables sur le paiement en ligne. Qu'est-ce qu'une solution de paiement ? Qu'est-ce qu'un PSP ? Comment gérer le multicanal ? Quelles sont les questions à se poser avant de choisir une solution ou challenger sa solution existante ? Quel est l'avenir de la transaction ? Et surtout, quelles sont les grandes tendances e-commerce et retail des années à venir ? Ces épisodes ne sont pas sponsorisés et j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode spécial paiement du panier. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Francis Barrel, qui est le General Manager de PayPal France. Salut Francis, tu vas bien ? Bonjour Laurent. Je suis très heureux de te recevoir. Tu as passé un bon bout de temps dans le paiement. Ça fait presque 10 ans que tu es chez PayPal. Et avant, tu étais dans le conseil sur le paiement, aux États-Unis en plus. Exactement. Donc, ça fait presque 15 ans que je baigne dans le paiement et que ça me passionne. Et que ça te passionne. Et j'ai plein de sujets à aborder avec toi aujourd'hui, surtout avec PayPal qui est l'un des acteurs majeurs incontournables du paiement dans le monde. On va parler de l'histoire de PayPal que tu vas nous résumer. Tu me diras ce que c'est PayPal aujourd'hui, ce qu'est avec tes mots une solution de paiement, et peut-être comme tu y es depuis 15 ans et 10 ans chez PayPal, comment le monde a évolué, le paiement a évolué ces dernières années. On abordera ensuite des sujets très pragmatiques. Je suis commerçant ou e-commerçant aujourd'hui, quelles questions je dois me poser pour mettre en place ou challenger la solution de paiement que j'ai en place, en y intégrant des questions d'omnicanalité, d'international, d'intégration, de social, de réconciliation, ce genre de choses. Et on ouvrira ensuite sur le futur avec ta vision de l'avenir de la transaction au sens large et peut-être plus précisément pour PayPal. On parlera peut-être de convergence, de low-code et de no-code, de mobile, de B2B, de CRM, voilà tous les sujets sur lesquels tu pourras me lancer ou je pourrais te lancer toi. Tout un programme. Bienvenue, je suis très heureux de te recevoir. Merci encore. Ouais. Je fais une parenthèse, mais on a eu la chance de déjeuner ensemble et tu es un fan de films, on en a parlé je pense pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je pourrais parler des jours et des jours de films, oui, tout à fait. Tu écris en plus, si je dis pas de bêtises. Un petit peu, oui, tout à fait. Ça me détend. Ça te détend dans tes nuits de sommeil qui sont courtes, tu m'avais dit ? Voilà, exactement. Mais ça permet de rester créatif en dehors du travail et de maintenir les méninges en forme. Tu dors combien de temps ? 6 heures quand même, 6-7 heures. Ok, bon, ça va. Ouais, ça va. Pourquoi est-ce que tu baignes dans le paiement depuis 15 ans ? Alors, ça s'est fait un petit peu par hasard quand j'ai terminé mes études aux États-Unis après un MBA. Je voulais absolument rejoindre un cabinet de conseil en stratégie et j'ai cherché plusieurs cabinets et en fait, je suis tombé sur un cabinet qui faisait pas mal de projets autour des paiements et c'est vrai que j'hésitais entre différents métiers et le concept de paiement me paraissait ce qu'il y avait de plus concret. Chacun a une carte de débit, une carte de crédit dans son porte-monnaie. Chacun a des billets de banque, même s'il y en a de moins en moins. Et donc, c'est quelque chose qui me paraissait très proche du quotidien des gens, des consommateurs, des vendeurs. Et donc, je me suis dit que c'est quelque chose qui pouvait me plaire parce que c'était concret, c'était réel.
alors qu'en fait, faire du conseil ou de la banque d'affaires pour des grandes entreprises, mais qui étaient vraiment éloignées de la réalité des gens, des Français, des Américains, des consommateurs, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et donc, ça aurait été soit dans les paiements, soit dans la nourriture. C'est vrai que j'ai failli travailler pour une grande société de fast-food américaine et faire du conseil en interne pour eux. Finalement, ça s'est pas fait pour différentes raisons, mais encore une fois, c'était la même raison qui m'attirait vers la nourriture, pas parce que je suis français. Les Français sont des grands gastronomes ou ils adorent tout ce qui est activité culinaire, mais vraiment parce que c'était concret et que quand on dit je travaille pour telle entreprise agroalimentaire ou telle entreprise qui vend de la nourriture, les gens, leur visage s'illumine, les yeux brillent, et c'est presque la même chose pour les paiements. Alors, il y en a, ça les excite moins que si je disais que je travaille pour McDonald's ou pour Pizza Hut ou pour Ducasse ou le guide Michelin. Mais en tout cas, moi, mes yeux brillent quand je parle du paiement parce que c'est ma passion. Encore une fois, c'est très concret. Il n'y a rien de plus concret qu'un euro qui quitte une poche pour rejoindre une autre. Exactement. Et surtout, en fait, les gens, dès qu'on parle de finance, dès qu'on parle de leur argent, il faut les rassurer, il faut leur apporter de la confiance. C'est vrai que ce soit depuis des millénaires, quand les gens s'échangeaient des coquillages ou du bétail ou des choses comme ça, en fait, la confiance est un élément essentiel dans tout ce qui est échange entre une personne ou entre deux institutions, parce que c'est la base de toute transaction, c'est la confiance. Tu y passes quelques années à New York, 2005-2009, si je dis pas de bêtises, avant de rentrer chez PayPal. Tu rentres chez PayPal en France ou Alors donc je faisais du conseil en stratégie aux États-Unis. Je suis rentré en France pour faire exactement la même chose. Et lorsque je suis arrivé en France, l'une des premières missions était pour une banque française qui voulait créer un concurrent de PayPal, un PayPal killer, un des nombreux qui se sont créés, qui ont disparu ces dernières décennies. Et en fait, donc ils m'ont demandé d'analyser PayPal, de faire vraiment une analyse stratégique approfondie. Et c'est là où je suis tombé amoureux de PayPal. Et pendant 2 ans, du coup, j'ai tout fait pour rentrer dans la société. Et au bout de 2 ans, j'ai réussi à avoir un job. Et donc, je suis rentré chez PayPal en janvier 2013 pour travailler sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Super, tu vas nous raconter ça. En quelques mots, tu peux me refaire l'histoire de PayPal ? Alors, PayPal, c'est Pay a Pal, c'est payer un ami. Créé en 98 par Peter Thiel et Max Levchin en Californie. L'objectif premier de PayPal, c'était que 2 consommateurs, 2 amis, puissent s'échanger des paiements, se rembourser via l'infrarouge de leur Palm Pilot. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des auditeurs qui se souviennent de ce que c'est un Palm Pilot. C'est l'ancêtre de l'iPhone et du BlackBerry. Mais en fait, le concept était vraiment de le faire par infrarouge. Et en fait, l'idée, c'est que Max Levchin, qui était le techos, et Peter Thiel était plutôt le côté business, Max Levchin a dit, mais si jamais un jour, pas tout le monde n'a un Palm Pilot, comment on va faire ? Ou du réseau, parce que tu n'en as pas forcément. Alors, vu que c'était pas infrarouge, il n'y avait pas besoin de réseau, justement. Alors, il y avait besoin de réseau pour autoriser la transaction et des choses comme ça. Oui, et il fallait bien que j'ai mon solde quelque part. Alors, je t'avoue que vu qu'ils ont changé la technologie très vite, ils ont bifurqué, je ne suis pas rentré dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que Max Levchin a dit, OK, je vais créer un petit site internet à part. Et à l'époque, qui était temporaire, qui était moche. Il y avait déjà le bleu et le blanc, qui sont les couleurs de PayPal. Et l'idée de Max Levchin était que les gens puissent s'échanger de l'argent avec une simple adresse email. Pas besoin de connaître un IBAN, même un numéro de téléphone, puisqu'à l'époque, en 98, les numéros de mobile n'étaient pas si répandus que ça dans le monde, surtout aux États-Unis. Et donc, l'idée était de pouvoir rembourser quelqu'un avec une simple adresse email. Et en fait, au fur et à mesure, plutôt que de rembourser, on pouvait payer, puis après, on pouvait acheter. Et en fait, en quelques années, PayPal s'est répandu aux États-Unis et dans le monde entier. Et du concept de payer un ami, faire un P2P, un peer-to-peer, person-to-person, c'est devenu un moyen d'acheter sur Internet de manière simple et sécurisée. Et depuis 98, pratiquement, les deux valeurs, les deux concepts à la base de PayPal, c'est la simplicité et la sécurité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que quand on parle de paiement, quelque chose qui est trop simple n'est pas assez sécurisé. Quelque chose qui est trop sécurisé n'est pas assez simple. Et donc, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver l'équilibre parfait pour que la transaction puisse passer sans qu'elle soit bloquée et qu'elle soit sécurisée et facile à faire. Ce qui est un enjeu difficile et parfois... c'est vrai que trop simple, ça paraît pas sécurisé. Et en même temps, j'ai le sentiment que parfois on rajoute cette couche de légitimité ou de réassurance qui est pas forcément nécessaire. Alors, pas chez PayPal, mais dans le sens large. Effectivement, parce qu'on l'a vu quand il y a une réglementation européenne qui a été lancée il y a quelques années qui s'appelait la DSP1, la directive des services de paiement. Et en fait, c'est ce qui a été à l'origine à l'époque du SMS sécurisé, par exemple, avec un mot de passe, un code à 6 chiffres qu'il fallait rentrer pour sécuriser la transaction. Là, on le voit aujourd'hui, on parle du 3DS 2.0. Donc le 3D Secure, en fait, qui est
la suite de cette directive et de cet impact. Et en fait, donc, les banques et beaucoup d'institutions, pour rassurer et pour sécuriser la transaction, n'arrêtaient pas de rajouter des barrières. Alors qu'en fait, si on arrive à maîtriser complètement la chaîne du paiement, on arrive à même retirer toutes ces barrières, voire même le mot de passe. Parce qu'en fait, le concept de départ de PayPal, c'est un email et un mot de passe. Et en fait, nous, on connaissait tellement bien nos utilisateurs qu'à un moment donné, on avait créé une solution qui s'appelait le One Touch, où en fait, le client, il s'identifiait une seule fois, et pendant 6 mois, s'il utilisait le même device, le même téléphone ou le même ordinateur, et tant que ça répondait à nos critères de sécurité, qui pouvaient être aléatoires, justement, encore une fois, pour éviter la fraude, il n'avait même plus besoin de rentrer son mot de passe, puisqu'on connaissait assez de choses sur le client pour pouvoir laisser passer la transaction. Et l'objectif, encore une fois, c'est d'accumuler de la data sur le client, de la donnée, des informations, mais uniquement pour sécuriser la transaction. On n'est pas là pour faire du marketing sur le client, pour vendre des données, non. PayPal utilise la data depuis 1998 uniquement pour sécuriser la transaction et faire en sorte qu'elle soit simple aussi. Et encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Et le plus répandu possible, j'imagine. Donc, c'est fondé en 1998. En 2000... Donc, début 2002, première introduction en bourse après le 11 septembre. Introduction en bourse de PayPal. Octobre 2002, on est racheté par eBay. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a sécurisé énormément PayPal, puisqu'on appartenait à l'époque, eBay était vraiment l'un des 2-3 piliers du e-commerce. Donc on est resté au sein d'eBay pendant 15 ans. Pourquoi est-ce qu'ils rachètent PayPal ? C'est une histoire intéressante. Oui, ils avaient découvert que au bout d'un an à peine de la création de PayPal, comme je disais tout à l'heure, on a vite gravité du paiement entre particuliers vers le paiement e-commerce. Ils ont découvert qu'il y avait une bonne majorité des transactions sur la marketplace eBay qui passaient par PayPal. Encore une fois, puisqu'on rassurait les acheteurs, et vu qu'ils ne connaissaient pas les vendeurs, puisqu'ils achetaient qu'une fois, et c'était, ça se trouve, la première et la dernière fois qu'ils achetaient un produit auprès de cet acheteur, ils ne voulaient pas partager leurs informations financières, que ce soit un numéro de compte bancaire, un numéro de carte bancaire. C'était ce qu'on appelle du one-off en anglais, donc ils ne voulaient vraiment pas relier l'acheteur et le vendeur. Et donc nous, on servait de tiers de confiance, on était entre les deux, et ça permettait de rassurer l'acheteur, mais aussi le vendeur, parce que le vendeur, il se disait, voilà, j'ai pas besoin de prendre un abonnement spécial auprès d'une banque, puisque PayPal est gratuit en dehors de la petite commission de transaction, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas de frais mensuels. Même 23 ans après, on a toujours le même business model, 0 frais fixes. Donc ça permet aux startups qui se lancent et qui ne savent pas combien de transactions ils vont avoir de commencer avec PayPal. Donc eBay avait découvert qu'on était devenu viral chez eux. Donc pendant quelques années, ils ont tout fait pour se débarrasser de PayPal. Et à un moment donné, ils se sont dit, si on ne peut pas les battre, on va les rejoindre. If you can't beat them, join them. Ouais. Donc ils ont décidé de racheter PayPal en 2002. Et pendant 15 ans, donc on faisait partie d'eBay. Mais dès 2003-2004, en fait, l'activité en dehors d'eBay, donc l'activité de e-commerçant pur, s'est développée à grande vitesse. Et puisque en dehors des marketplaces de type eBay, les grands sites e-commerce et les petits aussi ont découvert que la valeur ajoutée de PayPal, qui était encore une fois la sécurité et la facilité, leur permettait de rassurer leurs consommateurs, mais aussi d'amener, d'attirer une base de consommateurs qui était sans cesse grandissante. Puisqu'aujourd'hui, on parle de plus de 400 millions d'utilisateurs engagés qui font plus de 40 transactions par an. Donc, c'est pratiquement une par semaine. Et il y en a certains qui en font plusieurs dizaines par semaine. Et donc, l'idée était d'attirer ces consommateurs. Et donc, ça a créé une entité à part à l'intérieur de PayPal qui s'occupait de ce qui s'appelait Merchant Services, donc les services aux e-commerçants, aux marchands. Et quand PayPal est devenu indépendant d'eBay en 2015, du coup, cette activité est devenue l'activité principale. Et aujourd'hui, eBay représente une part infime du chiffre d'affaires de PayPal et l'activité donc, qui était en dehors d'eBay est devenue grandement majoritaire. Grandement majoritaire. Alors, je reviens une seconde là-dessus, mais c'est hyper intéressant. If you can't beat them, join them. eBay qui essaye d'écraser ou de copier PayPal n'y arrive pas et se dit, le seul moyen, c'est de les racheter. Ou de faire une alliance, une OPA, effectivement, à l'époque c'était une OPA. Hyper intéressant. Il y a une grosse partie du succès de PayPal et de son déploiement aussi rapide à autant de gens, qui est sa simplicité d'utilisation et en même temps de la sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me souviens de mes premiers sites quand j'étais pas bien vieux, que PayPal était vraiment une solution en une ligne de commande de mémoire, enfin une ligne de code, je veux dire, et je me souviens pas qu'il y ait eu d'autres acteurs qui fassent ça aussi simplement à l'époque. Alors, même moi qui ne suis pas techos, j'ai réussi à faire, lors d'une conférence il y a quelques années, j'ai réussi à rajouter un petit bouton PayPal
en quelques minutes, en live, devant une audience. Et parce qu'à l'époque, il suffisait de quelques lignes d'HTML pour pouvoir rajouter un petit bouton PayPal. Et c'est vrai qu'on l'a vu, même encore aujourd'hui, parce qu'il y a des sites très perfectionnés où il y a besoin d'un langage extrêmement complexe pour pouvoir rajouter des lignes de code et des choses comme ça. Mais même encore aujourd'hui, malgré cette complexité, on trouve des occasions où il y a besoin de pouvoir se lancer avec un simple bouton PayPal en quelques minutes ou en quelques heures. Et on l'a vu par exemple il y a 2 ans au moment de l'incendie de Notre-Dame. En 48 heures, ils ont réussi à lever des millions d'euros grâce à PayPal en lançant une campagne de levée de fonds avec le bouton de donation de PayPal. Et on l'a vu l'année dernière aussi où la PHP, pareil, en quelques heures, quand au moment du premier confinement, ils avaient besoin de lever des fonds pour acheter des masques, pour acheter du matériel. Ils nous ont demandé de les accompagner. Et donc pareil, en fait, en quelques heures, ils ont réussi à activer le bouton PayPal. Donc ça, c'est quand vous avez un bouton de donation. Après, pour les sites e-commerce traditionnels, ça prend un petit peu plus longtemps que 48 heures. Mais c'est vrai que c'est très très facile à rajouter. Et ça a été toujours dans l'ADN de PayPal. J'ai parlé de 2 notions qui sont simplicité et sécurité. Simplicité, c'est aussi bien pour l'acheteur, où ça doit être très très simple, un email et un mot de passe et tout, mais ça doit être aussi simple pour les développeurs, pour les propriétaires de sites e-commerce qui ne sont pas nécessairement des développeurs, qui ont besoin de rajouter un bouton de PayPal facile. C'est marrant parce que je le réalise maintenant, mais c'est très précurseur aussi, cette approche du low-code ou no-code qu'on a aujourd'hui. Pour vous, chers auditeurs qui êtes les plus jeunes, monter un site e-commerce, c'est très très simple, hein, que ce soit Shopify, PrestaShop ou autre, c'est que ça peut n'être que de la config. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai que il y avait PayPal en quelques lignes HTML et peut-être Google Analytics, je me souviens, où petit code à coller, c'était fait. Donc avance rapide, tu rentres en France, tu dois faire cette étude pour ce cabinet, au nom de ce cabinet pour la banque qui t'avait dit c'est quoi PayPal, et tu m'as dit que tu en tombes amoureux. Qu'est-ce que c'est PayPal en 2013 ? Alors 2012, 2010. Ouais. Enfin. Donc à l'époque, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs alliances françaises qui essayaient de contrecarrer PayPal en France. Il y avait un acteur qui s'appelait Byster, par exemple. Il y en avait un autre, donc du coup créé par cette banque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, depuis la création de PayPal en France en 2004, l'idée a toujours été de s'associer avec les banques françaises, avec les opérateurs mobiles français, parce qu'en fait, on est un acteur neutre et on essaye vraiment de travailler avec tout le monde. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que tu parlais de comment ça se passe pour choisir quand on se lance dans une activité, donc j'y reviendrai. PayPal en 2013, à l'époque, c'est dépendait encore d'eBay, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on est devenu indépendant en 2015. En 2015, ouais. En France, on était une petite équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que on essayait de chercher un deuxième souffle. Donc moi, à l'époque, j'étais pas encore dans l'équipe française, je m'occupais du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Mais déjà, puisque j'étais basé à Paris, et je voyageais à ce moment-là au Moyen-Orient, mais déjà en France, je sentais qu'il y avait de la volonté d'essayer de trouver un second souffle, puisque eBay, qui était la locomotive dans certains pays, perdait un petit peu de sa superbe. Et en France, avait encore une très très belle activité. Même aujourd'hui, ils ont encore une très belle activité, mais cherchait un second souffle aussi, puisqu'il y avait maintenant des nouveaux concurrents locaux. L'univers concurrentiel a explosé pour les marketplaces, pour tout ce qui était le produit de seconde main, pour des marketplaces, encore une fois, neufs ou d'occasion. Donc, à l'époque, eBay était vraiment majoritaire et avait un quasi-monopole. À la fin des années 2000, début des années 2010, ça devenait plus compliqué. Donc en France, on cherchait un second souffle. Donc moi, je me suis d'abord occupé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que cette région-là, ce qu'on appelle MENA, en anglais, Middle East, North Africa, la région MENA, en 2013, c'était la France de 95. Et j'aimais bien dire que donc il y avait tout à faire. Et en même temps, ce qui était extraordinaire pour cette région-là, c'est que aussi bien les consommateurs que les forces vives qui pouvaient aider à développer les sites e-commerce locaux, eux, ils n'étaient pas en 95, ils étaient en 2013. Ils avaient le savoir de 10, 15, 20 ans de développement du e-commerce occidental, mais en plus, ils avaient des gens qui avaient fait des études à l'étranger, des gens qui avaient envie de développer les sites, faire des MeToo parfois, des copies de sites internet occidentaux, et de les amener au Moyen-Orient. Mais j'étais vraiment aux prémices, au commencement du e-commerce là-bas, donc c'était vraiment très très excitant, parce qu'en 2-3 ans, j'ai eu l'occasion de participer à la création de l'écosystème local. On a travaillé avec Google, avec Facebook, avec Aramex, qui est l'équivalent de la poste locale. Et donc, on a réussi à créer des initiatives pour favoriser l'entrée de petites PME dans le e-commerce local. Et au bout de 3 ans de ce travail-là,
C'était un peu du guérilla marketing en quelque sorte parfois. Il y a un de mes mentors à l'intérieur de PayPal qui m'a proposé de rejoindre la France et d'amener un peu cette force vive, ce côté guérilla et création à partir de rien, de l'amener en France. Et donc c'est là, depuis 2016, que j'ai rejoint l'équipe française et I never look back. Donc ça fait presque 10 ans que tu y es. Comment était le paiement à l'époque? Comment il est aujourd'hui? Quelles sont les grandes évolutions qu'il y a eu sur ce... Alors, le paiement n'a pas nécessairement tant évolué que ça. En fait, on parle beaucoup de tout ce qui est cryptocurrency et des choses comme ça. Donc, je pense pareil, ça on y reviendra quand on parlera un petit peu du futur du paiement. Mais il y avait le 3DS 1.0, maintenant le 3DS 2.0. Donc, c'était juste une évolution. Il n'y a pas eu de grande révolution, je pense. Il y avait déjà des acteurs du paiement fractionné, par exemple. Ça aussi, ça fait partie, je pense, du présent et du futur du paiement. Tout ce qui est Buy Now, Pay Later, comme on dit en anglais, BNPL, donc paiement fractionné. Donc, je pense que je dirais, c'est pas nécessairement les paiements qui ont changé, en France en particulier, c'est l'écosystème qui a changé. Et du coup, les paiements ont dû suivre et ont accompagné ce changement. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure des prémices du e-commerce au Moyen-Orient. Et c'est vrai que ce qui manquait au Moyen-Orient, c'était un écosystème. C'est-à-dire que c'était un gouvernement qui avait une mentalité qui savait promouvoir le e-commerce. Ils l'ont fait depuis, mais en 2013, c'était pas encore le cas. C'était des banques qui aidaient les petites PME, les startups, à se financer ou à se lancer sur Internet très facilement. À l'époque, les banques, c'était 6 mois pour avoir du paiement sur Internet. C'était des contrats, des pages entières. Dans MENA, Middle East. Non, exactement. Et en fait, la France n'était évidemment pas du tout dans ce cas-là, mais à l'époque, il n'y avait pas encore les licornes françaises qu'on connaît aujourd'hui, les Mano Mano, les Back Market, les Miracle, dont on parlait tout à l'heure, vraiment des très très belles réussites françaises. Il y avait pas je pense, cet engouement en France pour créer sa propre entreprise, se lancer sur Internet. On commençait à le sentir, mais il y avait pas encore ce dynamisme que je trouve sans fin en France aujourd'hui, qui fait que chaque jour, on est encore plus une startup nation que d'autres pays. Et donc, c'est vrai que cet écosystème-là a fait que, de plus en plus, les grands acteurs qui accompagnent ces entreprises, que ce soit des grandes startups, des scale-up, des grandes entreprises, avaient besoin de suivre. Et même nous, du coup, on a repris, je pense, une dose d'humilité, puisque, en fait, quand j'ai rejoint l'équipe française en 2016, j'ai dit que c'était essentiel de pouvoir identifier le futur Blablacar, le futur Mano Mano, le futur Back Market, et qui, à l'époque, n'existait pas vraiment. Mais aujourd'hui, c'est facile de se dire que c'est important de travailler avec Mano Mano ou Back Market, alors qu'en 2016, Back Market existait à peine. Mais vraiment, l'idée était d'être disponible et d'être aussi flexible que ces startups qui commençaient à peine et voulaient en 2 jours, un petit peu comme je parlais des campagnes de levée de fonds en cas de catastrophe, que ce soit incendie ou humanitaire ou sanitaire. Mais ces startups-là, elles voulaient en 48 heures pouvoir avoir une plateforme de paiement. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on est devenu de plus en plus exigeant avec nous-mêmes. On a continué d'innover. Et encore une fois, c'est pour ça que je voulais un petit peu rappeler cet écosystème-là qui a bien changé. Parce qu'il n'y a pas eu de révolution dans le paiement chez PayPal, mais il y a eu des évolutions. Et encore une fois, le fait de pouvoir rendre l'intégration encore plus facile qu'avec quelques lignes d'HTML, donc avec des API, de pouvoir rendre les autorisations en interne d'un point de vue risque, d'un point de vue compliance, parce qu'on reste une banque, donc on est tenu par la réglementation internationale de pouvoir vérifier qu'une start-up a quand même les fonds pour pouvoir livrer ses clients. Et parce que si la start-up ne livre pas ses clients, c'est PayPal qui va les rembourser. Parce qu'on est responsable, comme je disais tout à l'heure, on est le tiers de confiance. Donc on est responsable de ce qui se passe dans la transaction. Donc c'est essentiel pour nous de pouvoir rassurer les consommateurs. Et c'est pour ça que PayPal sert en termes de marque de confiance. Mais aussi de pouvoir accompagner les startups pour se développer. Tu as parlé tout à l'heure, l'un des thèmes dont on parle, c'est l'international. C'est vrai que ça a beaucoup changé aussi. À l'époque, je me souviens, j'avais une statistique en 2016. Je crois qu'il y avait moins de 10% des sites français qui étaient en anglais. Moins de 10%. Donc, je n'ai pas malheureusement la statistique aujourd'hui, mais je suis persuadé que c'est un facteur de 3 ou 4, voire 5 ou 6. J'espère qu'une grande majorité des sites e-commerce français aujourd'hui ont au moins une version anglaise. Et c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir un plugin qui permet de traduire les sites et des choses comme ça. Mais malgré tout, ça reste quand même pas une majorité des sites. Et donc, c'est vrai que nous, on les accompagnait, on essayait de leur donner des outils. On essayait de ne pas se cantonner qu'au paiement.
Et on essayait d'être un peu des mentors ou des coachs, encore une fois, toute humilité gardée, pour les accompagner. C'est vrai que depuis, en fait, les startups sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je pense que c'est à elles de nous mentorer aujourd'hui sur certains aspects. En tout cas, sur les paiements, on reste les coachs, on va dire, mais c'était essentiel. Sur l'univers concurrentiel, j'imagine que c'est devenu une commodité, le paiement, je pense. Je pense qu'à une époque, tu avais le choix entre ton contrat de VAD avec ta banque ou une solution PayPal mise en place en quelques clics. Aujourd'hui, l'univers concurrentiel est beaucoup plus profond, large. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu confusant, troublant pour des nouveaux acteurs ou même des acteurs existants qui travaillent depuis des années avec leur banque. Mais depuis le départ, en fait, PayPal n'est pas là pour remplacer la banque. On est là pour la complémenter. Oui, j'ai dit le choix, voilà. Pardon, voilà. C'était... Mais c'est vrai que ce qui se passait en 98 et même au Moyen-Orient en 2013, c'est que une petite startup pouvait se lancer sur Internet, elle allait voir sa banque, elle disait « Mais bien sûr, monsieur, le e-commerce a de l'avenir devant lui. On va vous accompagner. Mais revenez dans 3-4 mois, remplissez ces vingtaines de pages en triple exemplaire. Et by the way, on va vous demander des réserves. » Parce que ça, c'était le cas en 98. Les banques, pour se rassurer que le client, comme nous, en fait, sauf que nous, on a l'habitude aujourd'hui, mais les banques, elles l'apprenaient à l'époque, pour se rassurer que la société n'allait pas faire faillite, demander des réserves, donc de bloquer des fonds, pour pouvoir laisser la startup se lancer dans les paiements. Et c'est pour ça que PayPal s'est créé aussi, s'est développé, parce qu'il y avait rien de tout ça. Nous, c'était disponible en quelques clics. Il y avait un contrat déjà à l'époque électronique à signer, même en 98. Et on n'avait pas de réserve si le business model était sain. Et donc, la startup pouvait se lancer tout de suite. Et ça permettait d'engranger des fonds. Et après, la startup, une fois qu'elle avait un petit peu plus d'historique, c'est là où elle allait voir sa banque. Elle a dit, regardez, ça fait des mois que je travaille avec PayPal. Maintenant, j'aimerais la carte aussi. Parce que c'est vrai que l'expérience de PayPal n'est pas nécessairement pour tout le monde. Nous, c'est ce qu'on dit aux startups en général ou à tous les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que c'est bien de laisser le choix aux consommateurs. Et en France, par exemple, on sait que entre 70 et 80% des acheteurs veulent payer avec leur carte. Moi, j'aime bien raconter que c'est avec le passé du Minitel. Depuis 85, les acheteurs français ont l'habitude de payer par carte. Et donc, c'est vrai qu'une certaine génération aime payer par carte aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de voir leur numéro de carte volé. Même si ça arrive, ils se disent, bon, ma banque va me rembourser et je récupérerai une nouvelle carte. Sauf que s'il faut attendre une dizaine de jours sans carte, c'est pas évident. Mais du coup... Cette stat que tu as donnée, c'est jusqu'à 70% des Français, c'est ça? Alors, en fait, quand on regarde par exemple les statistiques de la FEVAD, qui est vraiment l'institution qui partage les données sur le e-commerce, on voit qu'en général, sur les sites e-commerce, à peu près entre 70 et 80% payent par carte, entre 15 et 20-25% selon les sites payent par PayPal, et le reste, toujours parfois en espèces, en chèques, en virement bancaire. Il y a quelques petits paiements, voilà, mais voilà les grosses tendances. En Allemagne, en revanche, les acheteurs, eux, ils n'ont pas de carte bancaire. Ils ont des cartes de retrait. On dit que les Allemands aiment beaucoup les espèces, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, ils payent beaucoup en espèces. Et ce qui fait que pour les sites e-commerce allemands, les Allemands payent par virement bancaire ou par prélèvement à la facture. Et ça, c'est typiquement allemand. Sauf qu'à partir du moment où il faut acheter sur un site internet, qui n'est pas allemand ou qui n'a pas encore mis en place le virement bancaire, c'est très compliqué. Donc les Allemands adorent PayPal. Donc une grande majorité des utilisateurs allemands, que ce soit 50, 60, voire 70, 80% des utilisateurs allemands passent par PayPal. Donc, et en fait, ces statistiques changent d'un pays à l'autre. Donc c'est pour ça, en fait, je reviens, on est parti un petit peu, on a fait une digression, mais sur la notion de choix. En fait, à partir du moment où un e-commerçant va se lancer dans un pays, il faut qu'ils connaissent les grandes tendances du pays. Donc en France, je disais, c'est la carte et PayPal. En Allemagne, c'est pratiquement que PayPal. Dans les pays asiatiques, ça va être les moyens de paiement locaux. En Hollande, par exemple, dans les pays du Benelux, c'est un autre moyen de paiement très local. Donc il faut proposer le choix tout le temps aux clients. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. On propose le paiement par carte aussi. Avant, on proposait que le paiement par PayPal. Mais en fait, il faut proposer le choix aux clients pour qu'ils puissent convertir. Ça, je pense que dans tes podcasts, le mot de conversion, c'est celui que tu dois utiliser le plus. Ça n'a rien à voir avec la religion, mais uniquement avec comment est-ce qu'on convertit un prospect. Comment convertir un prospect en acheteur. C'est vraiment ça la règle. Et en fait, l'un des moyens, c'est au moment du check-out. Il faut qu'il puisse retrouver le moyen de paiement qui lui plaît et arriver à convertir et du coup à acheter.
Du coup, 2 enjeux pour PayPal. La solution la plus simple et pratique à intégrer pour le commerçant et la plus simple et pratique à utiliser pour l'utilisateur, le client final. Comment tu définirais PayPal aujourd'hui ? Alors, comment est-ce que PayPal se définit aujourd'hui ? On utilise un terme, on aime bien dire qu'on est l'operating software, l'OS du paiement. Et tout à l'heure, je disais que j'allais revenir sur cette notion de neutralité. Je viens d'en parler un petit peu en disant que c'est important de donner le choix. Mais en fait, nous, on travaille avec tous les acteurs du paiement mondial, que ce soit les paiements par carte, que ce soit les banques, que ce soit ce qu'on appelle les PSP, les prestataires de services de paiement. Ce sont des PSP qui proposent le paiement via PayPal et qui proposent le paiement par carte. Nous-mêmes, aujourd'hui, on propose le paiement par carte aussi. On a racheté une société il y a quelques années qui s'appelle Braintree, qui a servi de technologie de base pour qu'on propose le paiement par carte. Mais l'objectif, c'est d'être l'acteur qui va être à la base de tous les paiements et qu'un site e-commerce puisse pouvoir rajouter toutes les technologies qu'il veut sur le marketing, sur la logistique, mais sur la partie paiement, qu'on soit vraiment la brique de base et qu'on puisse travailler avec les acteurs avec qui ils travaillent déjà. Parce qu'il y a tellement de sites aujourd'hui qui sont déjà établis, mais qui veulent rajouter certaines briques, et on est là pour ça. Donc le one-stop shop du paiement pour le commerçant, c'est ça, qui lui permettrait d'accéder à la solution qui marche le mieux pour le marché qu'il vise. Exactement. Le ou les marchés, oui, tout à fait. Que ce soit du coup que en ligne, PayPal, soit en ligne avec la carte, que ce soit offline, donc omnicanal avec le paiement par carte, mais en boutique. On a racheté aussi une société qui s'appelle iZettle il y a quelques années qui propose ce paiement-là. Donc vraiment, l'idée est que c'est le e-commerçant qui va choisir. Et une fois qu'il aura choisi sa brique, donc toutes les briques de PayPal ou juste une seule parmi plusieurs, et les briques d'autres opérateurs, parce qu'à nous aussi d'être compatibles avec ces opérateurs, interopérables, pour qu'on puisse travailler avec eux et qu'eux puissent travailler avec nous, et que le e-commerçant soit content. Et après, du coup, c'est ce qui donnera le choix au consommateur. Avant de passer aux questions à se poser quand on est e-commerçant ou commerçant et sur la solution à choisir, tu m'as donné des chiffres intéressants. Je serais curieux d'avoir un portrait un peu plus large. Donc tu disais 15% en France, presque 70-80% en Allemagne. Comparé aux États-Unis ou l'Amérique du Sud ou l'Asie, c'est quel taux de pénétration pour PayPal ? Alors, aux États-Unis, c'est assez similaire à beaucoup de pays en Europe de type Angleterre, Allemagne, Italie, où c'est un réflexe. C'est un réflexe. PayPal est une bonne partie des paiements. La carte reste omniprésente, mais deuxième moyen le plus utilisé est PayPal. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans les pays émergents, dans les pays d'économie émergente de type Amérique latine, j'ai parlé du Moyen-Orient tout à l'heure, mais on a la Russie, l'Inde, tout ce qui est Afrique aussi. Ça reste le cash, les espèces. Et c'est intéressant parce que nous, en France, qui avons l'habitude de payer par carte, ou par PayPal, on se dit, mais comment on paye par cash sur Internet ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment du check-out, au moment du paiement, le consommateur va juste rentrer une adresse. Et parfois, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de cadastre dans beaucoup de pays des économies émergentes. Donc, il rentre une adresse et pour le choix du paiement, il va dire « paiement à la livraison ». Et donc, au moment où le livreur arrive, il contacte le client, il le retrouve en face à face. Donc, imaginez pendant le confinement comment ça se passe. Et il va remettre le colis. Et en échange, il va prendre les espèces. Et surtout en termes de sécurité. Voilà. Alors après, du coup, le livreur se retrouve avec des espèces sur lui. Donc, s'il est honnête, il va essayer de les ramener, mais ça se trouve, il peut se faire attaquer. Ou sinon, si le livreur est malhonnête, lui-même, il peut partir avec les espèces. Donc, il y a un énorme risque. Et c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de l'écosystème au Moyen-Orient. Et c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, quand on voit, en fait, parfois on se plaint qu'il y ait trop de licornes aux États-Unis et pas assez en Europe ou dans le reste du monde. Mais en fait, pour moi, une raison principale qui explique pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de licornes en France, en Europe et aux États-Unis et très très peu dans les pays émergents, malgré les populations qui sont gigantesques. On sait qu'en Inde, il y a presque 2 milliards de clients potentiels, d'habitants. Au Nigeria, il y en a 150 millions. Et des classes moyennes qui explosent et qui sont largement plus... Exactement, et qu'on compte en plusieurs dizaines de millions. Et ben, malgré tout, que ce soit au Brésil, Nigeria, Afrique du Sud, Russie ou des choses comme ça, il n'y a pas encore plusieurs licornes. Alors, il y en a parfois une ou deux, mais il n'y en a pas plusieurs. Parce que en fait, les économies de base restent très orientées espèces. Ce qui fait que d'un point de vue visibilité sur la trésorerie, d'un point de vue financement, allez voir une boîte de private equity ou de venture capital aujourd'hui, dites-leur que 95% de vos rentrées d'argent sont en espèces, qui peuvent disparaître du jour au lendemain quand vous avez un confinement, alors que pourtant le e-commerce... ou un changement de gouvernement. Voilà, ou autre, exactement. Ou une dévaluation de la monnaie, ou des choses comme ça.
Donc c'est énorme. Je discutais dans un épisode précédent de cette série spéciale sur le paiement, du paiement en Espagne, où il y a des bornes où je peux aller déposer mon cash pour valider un paiement que j'ai fait en ligne. Et là, en termes de rupture de canal, on est au summum, quoi. Alors, moi, je connaissais ça surtout en Égypte, justement. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'Espagne et l'Italie ont eu à peu près la même évolution en termes de e-commerce, où quand elles ont commencé fin des années 90, début des années 2000, elles étaient très, très cash heavy, encore une fois, comme ces économies de pays émergents. Mais ce qui est intéressant, et en particulier en Italie, c'est que les e-commerçants italiens se sont ligués et ont essayé d'imposer à leurs clients, mais aussi aux prestataires logistiques, de ne pas prendre des espèces. Et donc, c'est vrai que du coup, on trouve quand même des alternatives, des cartes prépayées, des bornes de prépaiement, des choses comme ça avec des tickets. Parce que, encore une fois, c'est vrai que c'est important de ne pas exclure les clients et de leur laisser le choix. Parce que c'est vrai que c'est bien, c'est beau de vouloir 100% de commerce électronique. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de carte bancaire. Et donc, il faut pouvoir ne pas les exclure. Génial, belle transition. Quelles questions se poser aujourd'hui quand on doit choisir ou benchmarker ou challenger sa solution ou ses solutions de paiement? Donc ça c'est une première réponse. Ouais. Quels sont les moyens de paiement de ma cible dans son... Alors c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi j'aime bien dire, c'est un terme qui est vraiment très très moche à l'oreille, mais qui est pourtant tellement vrai, c'est le glocal. Global et local. Et en fait c'est essentiel. Quand on parle des paiements, mais aussi surtout du e-commerce, en fait, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure par rapport à la barrière de la langue, avec 10% des sites qui étaient en anglais à un moment donné, on ne peut pas se restreindre à une simple population locale. Donc, dès qu'on se lance en e-commerce, il faut pouvoir vendre au monde entier. Et on a la chance aujourd'hui, PayPal, d'être utilisé par, comme je disais tout à l'heure, 400 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays. Donc, c'est vrai que ça rassure. Un utilisateur français, il a l'habitude de payer par carte sur un site e-commerce français, ça se passe bien. Mais un utilisateur allemand, chinois, américain, dès qu'il va voir un site e-commerce français, son réflexe, ça va être de voir si le site a PayPal. Il y a beaucoup de gens, et on a vraiment la chance d'avoir des clients qui nous écrivent régulièrement, ils nous disent, voilà, la première chose que je fais quand je vais sur un site e-commerce, c'est je vais tout en bas, au bas de page, et parce que vous avez beaucoup de sites qui affichent les logos des solutions de paiement. Donc, pour revenir à ce terme de glocal, la règle est de savoir c'est quels sont les acheteurs qu'on target. Et tout à l'heure, toi et moi, puisqu'on a déjeuné ensemble, tu l'as dit, on parlait de solutions pour régler l'addition plus rapidement. Et donc ça, c'est une solution qui est uniquement locale. Et pour un arrondissement ou pour une petite ville. Et donc ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête sur quelle solution. Mais dès qu'on va viser une audience plus large, que ce soit un pays entier, plutôt qu'une simple ville ou un simple arrondissement, plusieurs pays, ou un continent, ou plusieurs continents, il faut pouvoir se renseigner. Et donc c'est vrai que nous, par exemple, il y a quelques années, on avait créé un site internet qui s'appelait PayPal Passport, et ça a aidé les sites e-commerce à savoir pour quel pays, quels étaient les produits qui étaient les plus recherchés. Donc pas que les paiements, c'est ce que je disais, nous on accompagne les gens pas que dans le paiement. Donc on disait, voilà, la mode, ça intéresse beaucoup les Américains et les Chinois. Les produits électroniques, c'est beaucoup les Anglais et les Allemands, des choses comme ça. Et aussi, on expliquait évidemment quelles étaient les meilleures solutions de paiement et logistique pour pouvoir atteindre l'audience recherchée. Ça y est toujours, hein, vous tapez PayPal Passport dans votre moteur de recherche préféré qui est Google ou autre, et vous le trouverez, c'est le premier lien. PayPal Passport, how to sell internationally. Ok, hyper intéressant. Donc cette première question qui est comment simplifier la vie de mon utilisateur final, une bonne question à se poser. Tu as parlé d'omnicanal tout à l'heure. C'est quelque chose, parce que ça fait partie de la discussion sur le futur des paiements, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'on sait que depuis, je crois que c'est marrant parce qu'il y a eu une date précise, je pense que c'était il y a 2 ans, où il a été communiqué le fait que 50,1% du trafic mondial était désormais mobile. Et ça s'est mesuré, en fait. C'est marrant parce que donc, les statistiques ont pu être placées à un jour T, à un instant donné. Et ils ont dit, voilà, ça y est, c'est terminé. Le desktop, le vieil ordinateur, que ce soit PC portable ou desktop, ça y est, il fait partie du passé. Et le trafic mondial était désormais plus mobile que desktop. Mais il y a quand même encore beaucoup de sites aujourd'hui où on est plus à l'aise pour regarder les produits sur un grand écran. Et puis, une fois qu'on veut acheter, on veut le continuer sur le mobile. Pareil, on commence à regarder sur le mobile et puis on va en magasin. Donc, on appelle ça du showrooming, par exemple, ou du reverse showrooming. Le showrooming, c'est quand on est dans une boutique
et qu'on regarde un produit, qu'après on décide de l'acheter sur Internet. Et le reverse showrooming, c'est quand on regarde un produit sur Internet et qu'on décide de l'acheter en boutique. Et donc ça, encore une fois, quelle que soit l'expérience, dans un sens ou dans l'autre, il faut que le client retrouve la même fluidité. Donc il y a la question d'expérience client, la question d'achat, la question de loyauté et de reconnaissance. Parce que c'est vrai que quand on est sur Internet, c'est très facile avec les cookies, avec le login et le mot de passe spécifique au site Internet, d'être reconnu par le site. Mais quand on est en boutique, on a envie aussi parfois d'être reconnu, que ce soit d'un point de vue recommandation, d'un point de vue historique d'achat ou des choses même comme ça. Consultation de services et de produits en ligne avant de rentrer dans la boutique. Ouais. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pratiquement aucune marque qui a réussi à le résoudre, à rendre l'expérience, comme on dit en anglais, seamless, vraiment sans friction, sans accroc. De pouvoir passer d'un canal à l'autre sans interruption. Et tout à l'heure, tu parlais du kiosque en Espagne où on pouvait y aller, mais finalement, quand on compare l'expérience à peu près fluide d'une app ou même de web mobile, de son téléphone, de son smartphone, versus parfois l'expérience en boutique, parfois c'est très compliqué quand on va dans un grand hypermarché et qu'on ne sait pas par quel rayon commencer, et puis finalement on ne sait pas... le linéaire peut être vide, mais ça se trouve ils ont quand même encore le produit en boutique, donc il faut arriver à trouver un chef de rayon, il faut lui demander, il faut qu'il y aille, donc c'est... Oui, mettre un truc dans une wishlist ou dans une save for later et compare toutes ces choses qui existent en digital et pas en retail. Je pense que le retail, la digitalisation du retail, on en parle depuis très longtemps, mais ça reste toujours the next frontier, la prochaine étape clé. Ok. Et alors par rapport à la digitalisation, ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois les expériences qui sont les plus physiques qui arrivent à se digitaliser le plus vite possible. Un exemple, les VTC. Qui aurait cru, il y a encore 10 ans, 15 ans, qu'on n'aurait plus besoin d'avoir son porte-monnaie avec des espèces sonnantes trébuchantes pour pouvoir payer son taxi, qui à l'époque refusait d'utiliser un TPE. Alors qu'encore une fois, il n'y a rien de plus physique que d'aller d'un endroit A à un endroit B avec une voiture. Et ben malgré tout, en fait, tout est devenu digital pratiquement. La seule chose qui est restée physique, c'est de s'asseoir à l'arrière et d'avancer du point A à B. Mais tout le reste, que ce soit identifié, réservé, localisé, payer le taxi, avoir des points de fidélité, tout ça est devenu complètement digital. Mais il y a encore d'autres expériences moins physiques ou plus physiques où c'est pas encore le cas. Donc la question à se poser quand on est commerçant ou e-commerçant, et comment est-ce que PayPal par exemple y répond sur l'omnicanalité de ses points de vente et de son parcours de vente? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, la raison pour laquelle Uber a réussi à se développer aux États-Unis puis après dans le monde, c'est parce qu'on les a aidés, en fait, dès le départ, quand l'app Uber s'est créée, en fait, ils ont créé cette notion d'ardoise que n'avaient que certains clubs privés de taxis où on pouvait réserver sans payer. Mais en fait, la notion d'enregistrer sa carte et de pouvoir payer sans avoir à sortir son porte-monnaie et de pouvoir réserver sans avoir à avoir un numéro de code spécial, ça, c'est grâce au paiement sécurisé PayPal que Uber a pu se lancer. Oh, autant pour moi. C'est pour ça que tu en parles depuis tout à l'heure, enfin que tu en as parlé à l'instant. Je ne savais pas que c'était PayPal qui avait accompagné... Alors en fait, c'était Braintree, qui est la société qu'on a rachetée, qui a accompagné Uber dans toute son expansion internationale. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on essaye aujourd'hui de travailler avec des grandes sociétés. On a lancé, par exemple, il y a quelques mois avec Intermarché en France, en plein pendant la crise sanitaire, on a lancé le paiement en QR code. Et on a essayé de les accompagner pour fluidifier le paiement en caisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis dit, mais encore une fois, la carte bancaire marche tellement bien en France. Est-ce que c'est pas un QR code qui va au contraire rendre la transaction beaucoup plus lente? Mais en fait, le fait de pouvoir payer sans contact, quel que soit le montant, c'est pas 25 euros ou 30 euros ou 50 euros comme les limites restent encore aujourd'hui, mais de pouvoir payer sans contact, quel que soit le montant, quel que soit le panier, ça a permis de fluidifier. Et on l'a lancé début décembre l'année dernière, en plein pendant la fin du deuxième confinement, avec les achats de Noël et choses comme ça. Et Intermarché, tu as dit. Intermarché. Pour le moment, c'était que 2 magasins pilotes, mais ça nous a permis d'identifier l'expérience client, de voir ce qui plaisait aux clients, ce qui plaisait moins, de voir aussi aux caissiers, si ça plaisait moins. Et en fait, c'est ce qu'on essaie continuellement de faire, que ce soit avec Uber il y a quelques années, avec Intermarché l'année dernière, avec des sociétés constamment, c'est d'arriver à trouver l'expérience client qui va faire un wow, ou finalement qui sera même invisible. Parce que finalement, c'est ça aussi, c'est quand le paiement devient invisible, comme c'est le cas encore une fois d'Uber tout à l'heure, où en fait on l'oublie.
On l'oublie tellement. Parfois, quand on prend un vrai taxi, on sort sans payer jusqu'au moment où le chauffeur vous rattrape en disant « Oula, vous avez oublié de régler ». Donc, c'est vraiment ça qui est essentiel. C'est pour moi, c'est l'innovation. Tout à l'heure, tu me challengeais un petit peu pour me dire comment le paiement va évoluer et tout. Finalement, je reviens sur ma déclaration. Je dirais que plus le paiement évolue et innove, moins on réalise qu'on paye. Et après, justement, ça peut devenir dangereux. Mais nous, c'est pour ça qu'on rappelle toujours aux consommateurs avec des notifications, app, email et texto, qu'il a fait une transaction parce qu'il n'a pas besoin d'être surpris à la fin de la semaine ou à la fin du mois, qu'il a une note un peu salée sur ses VTC ou autres. C'est hyper intéressant. Je vais parler c'est pas un concurrent, je vais parler d'un autre acteur du e-commerce, mais sur plus on innove, moins on réalise qu'on paye, et en même temps rajouter ce sentiment de sécurité. Je serais curieux de savoir quel est le taux d'utilisation du one-click purchase, je sais plus comment il s'appelle, mais d'Amazon par exemple, qui moi chaque fois que je l'utilise, je me dis, et je l'utilise pas forcément souvent, justement je me dis ça va trop vite, tu vois. J'ai pas eu le temps de confirmer, vérifier, mais c'est intéressant. Alors je ne connais pas ces chiffres-là. En revanche, ce que je peux dire, c'est que nous, c'est ce qu'on a essayé de créer il y a quelques années, c'est un paiement one-click pour tous les sites Internet. Et en fait, l'idée, encore une fois, c'était de permettre aux plus grands, mais aussi aux plus petits, de pouvoir, encore une fois, enregistrer, tokeniser le compte PayPal de l'utilisateur pour pouvoir, en fait, proposer le one-click et, en fait, proposer, encore une fois, même quand on est un petit site e-commerce et qu'on n'a pas les moyens d'embaucher un ou plusieurs développeurs et d'aller concurrencer certains grands sites, de pouvoir proposer la même expérience client fluide. Donc nous, aujourd'hui, on a un paiement qui s'appelle le One Click, justement. Le One Click aussi. Et qui permet, en fait, aux sites e-commerce de proposer à leurs utilisateurs d'enregistrer leur le wallet PayPal, le portefeuille PayPal, ce qui fait que quand ils reviennent une deuxième fois, en fait, ils n'ont plus qu'à appuyer sur un seul bouton et ils ont payé. Compris. On a parlé de l'international aussi, je reviens sur les questions à se poser. En termes d'intégration, j'imagine que vous êtes intégré à la plupart des... évidemment, PayPal, de toute façon, c'est un réflexe, mais la plupart des CMS de... Alors, c'est ça, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la notion de logistique, la notion de CMS, donc, que ce soit du WordPress, il y en a qui utilisent par exemple Salesforce Commerce Cloud ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui est back-office, tout à l'heure, tu as parlé de Shopify, de PrestaShop, Wix. En France, il y en a plein de très beaux aussi. Il y a Power Boutique, il y a Oxatis. Oxatis, c'était l'un des tout premiers, l'équivalent pas de Web Agency, mais de Shopping Cart dans les années 90. Je crois qu'ils nous avaient raconté il y a quelques années, quand je les avais vus, que c'était la toute première société mondiale à avoir intégré PayPal en API. À l'époque, on avait lancé les API. Et donc, au moment, il y a des très, très belles réussites françaises ou étrangères qui permettent à des commerçants qui n'ont pas de site Internet de se lancer, ou même des commerçants qui ont déjà une vitrine, mais qui n'est pas commerciale, transactionnelle, de pouvoir rajouter des moyens de paiement. Et en fait, l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir le faire en quelques clics. De configurer dans son pack-office, de dire, voilà, je veux pour l'Allemagne, je veux PayPal et le virement bancaire. Pour la France, je veux la carte bancaire et PayPal. Pour le Benelux, je veux le moyen de paiement local et ainsi de suite. Et même pour le Moyen-Orient, peut-être les espèces s'ils veulent. Mais voilà, vraiment, c'est essentiel de pouvoir le faire en quelques clics. Je fais une parenthèse, mais je réalise qu'Oxatis, que vous connaissez certainement, chers auditeurs, et sinon je vous invite à découvrir cette société, a été créée le 26 septembre 2001. Ils vont fêter leur... On enregistre le 13 septembre, je ne sais pas quand passera cet épisode, mais a priori début octobre, donc ils viennent de fêter leur... Happy birthday, happy 20th birthday. Voilà, Oxatis. Très bien. Sur la partie sociale, parce qu'à la base, on est quand même sur du one-to-one, mais du coup, ça me permet de faire une douce transition vers le futur. Le social commerce doit avoir un impact fort et je me demande comment est-ce que tu vois son avenir aujourd'hui. Le social commerce, c'est les influenceurs qui arrivent à vendre sur une plateforme qui va être une plateforme sociale a priori, ou leur site web quand ils en ont un et suffisamment d'audience pour l'alimenter. Des produits d'eux-mêmes, soit des produits dont ils font la promotion. Comment est-ce que PayPal s'insère là-dedans et quel est l'avenir, selon toi, du social commerce ? Alors, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a les influenceurs qui vont promouvoir un produit sur une vidéo YouTube ou un post Instagram. Et donc, l'idée, c'est que le consommateur n'a plus qu'à cliquer sur un bouton et arriver à l'acheter. Mais il y a aussi des petites startups ou des grands groupes qui vont sponsoriser des publicités sur ces réseaux sociaux. Et pareil, en fait, on va cliquer sur Shop Now et on veut aller les acheter. Régulièrement sur des plateformes de social media. Si vous avez regardé peut-être
un produit parce que vous aviez mal au dos ou vous êtes en train de refaire la décoration de votre maison avec les cookies et des choses comme ça, vous allez voir quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, on va vous proposer des produits en lien avec votre recherche. Et du coup, d'un côté, on se dit, je ne veux pas nécessairement être traqué sur Internet. D'un autre côté, on se dit, c'est génial parce que on me propose quelque chose qui est vraiment propre à ma recherche et c'est exactement ce que je recherchais. Le problème, pour revenir soit aux influenceurs, soit aux posts sponsorisés, c'est qu'à partir du moment où vous cliquez sur « Acheter », vous allez vous retrouver sur une nouvelle page. La nouvelle page, vous n'êtes pas sûr de trouver exactement le produit que vous vouliez parce que c'est peut-être la homepage du site Internet. Il faut chercher parmi tous les produits le produit que vous voulez acheter. Une fois que vous l'avez trouvé, il faut le rajouter au shopping cart. Une fois que vous l'avez rajouté au shopping cart, après, il faut créer un profil. Après, il faut rajouter un moyen de paiement et choisir son mode de livraison. Et peut-être, si vous avez de la chance, au bout de 2-3 heures, vous avez fait la transaction. Alors qu'aujourd'hui, le social commerce, vraiment un outil essentiel, c'est l'impulsivité. C'est pouvoir acheter le produit tout de suite. Alors, encore une fois, il faut faire attention à ne pas pousser à la consommation. Mais l'idée, encore une fois, des influenceurs, il y en a qui ont leur activité principale aujourd'hui en vendant des produits. Et encore une fois, des startups qui se lancent et qui ont envie d'utiliser des posts sponsorisés pour vendre leurs produits. Il faut qu'il y ait de la conversion. On a parlé plusieurs fois de ce terme-là. Et donc, ce qu'on a essayé de faire il y a quelques années avec Facebook, Instagram et d'autres sociétés, c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où le client il appuie sur Shop Now, il ne sorte pas de la plateforme sociale, il n'est pas à créer un profil, il n'est pas à enregistrer des informations qui ne sont pas nécessaires, mais qu'il puisse rester dans la plateforme sociale et qu'il puisse acheter tout de suite, puisque avec 400 millions d'utilisateurs dans le monde, PayPal a déjà toutes les informations. Vous avez des logins sociaux, login avec Facebook, login avec Google, mais en fait, il y a aussi un login avec PayPal qui a déjà toutes les informations et de livraison du consommateur, mais aussi d'achat. Et donc, c'est ça qui est essentiel, en fait, c'est d'arriver à travailler avec les plateformes sociales et les influenceurs pour que dès qu'elles rajoutent un produit à vendre, le client n'ait pas à sortir de la plateforme et que tout se passe en un seul lien, en quelque sorte. C'est hyper intéressant. Et ça m'inspire des questions que je te poserai un petit peu ensuite, mais allez, j'y vais. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que la CB est morte ? La CB est-elle morte ? J'ai un compte PayPal ou autre acteur du paiement en ligne. Vous n'êtes pas les seuls. Tu peux payer par QR code chez Intermarché. C'est en test et ça prouve que ça marche en tout cas. Mais voilà, Amazon ouvre des magasins physiques. À quel moment la CB en fait va disparaître ? Alors, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens se sont dit il y a quelques années. Et on l'a vu quand les néobanques se sont lancées. Et au départ, elles ne proposaient pas de carte plastique. Et finalement, elles s'y sont tous mises. Et même nous, par exemple, on a lancé une carte pour les marchands qui leur permet d'accéder à leur solde PayPal et de payer dans le commerce physique avec une carte plastique. Mais quand on regarde, en fait, tu as parlé d'Intermarché avec le QR code, on parle de paiement par Internet, que ce soit sur les plateformes sociales ou des choses comme ça, mais au final, la CB, ça reste un moyen de paiement dans le commerce physique quand on ne peut pas encore payer par app, mais c'est le moyen de financement dans le wallet, dans PayPal. Nous, on est très, très contents de travailler avec Visa, Mastercard, American Express, China UnionPay, JCB, des choses comme ça dans le monde entier, parce qu'en fait, ce sont des moyens de paiement qui sont sécurisés par PayPal, qui sont rentrés dans le wallet, qui sont encryptés. Donc, le numéro est jamais partagé, mais du coup, il sert pour payer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le monde physique, la carte reste quand même un lien presque affectif entre une banque et un utilisateur. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes les néobanques et toutes les banques ont créé des nouvelles cartes avec des images dessus, avec des designs très ludiques, on va dire. Oui, ou personnalisables, oui, voilà, ça reste. Exactement. C'est parce que non seulement ça permet au client du coup d'avoir ce lien avec sa banque, mais aussi de personnaliser, d'avoir un trait de caractère. Plus personne veut la carte comme tout le monde, mais tout le monde veut une carte en tout cas. Mais moi, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que ça ne sert à rien de rentrer un numéro de carte directement dans le site internet parce que c'est quand même de la perte de temps, c'est pas très pratique. Et puis surtout, en fait, quand votre carte expire, il faut aller sur chacun des sites où vous avez rentré le numéro pour la changer. Alors qu'en fait, si vous la rentrez dans PayPal, c'est sécurisé. Nous, on s'occupe de mettre à jour une fois la carte et après, du coup, ça, pour tous les abonnements, Spotify, Netflix et autres, Deezer, tout est géré et mis à jour. Donc la carte, je pense, a un bel avenir devant soi. Après, évidemment, ça se trouve, d'ici 5 ou 10 ans, on n'en aura plus besoin, tout sera dématérialisé.
Mais encore une fois, j'en parlais ce week-end par rapport au livre papier. Tout le monde disait quand le Kindle a été lancé et que les e-books ont été lancés, tout le monde disait c'est bon, il n'y aura plus de livre papier. Mais je pense que n'importe quelle personne, même des gens qui ont des Kindle, même des gens qui utilisent l'application Kindle, sont très contents d'avoir un livre sur leur table de chevet en papier. Donc il y a un lien affectif avec le livre qui existe depuis 600 ans et qui ne disparaîtra pas de sitôt. La carte existe plutôt de 60 ans que 600 ans, mais je pense qu'elle a encore de longues années devant elle. Encore de beaux jours devant elle. Alors sur ce point-là, on pourra encore en discuter longtemps, je pense, parce que j'aurais pas mal de questions, mais je sais que l'heure tourne. Alors toujours pour les grandes tendances que tu vois, que vous voyez chez PayPal, mais que toi tu vois aussi, Francis, avec ta vision qui t'est propre, sur l'avenir du paiement et de la transaction. Est-ce que les cryptos et l'émergence, l'explosion des cryptos ces quelques dernières années va changer quelque chose? Alors, quel sera l'impact de l'explosion des cryptos et peut-être la généralisation ou la vulgarisation de l'utilisation des cryptos pour le paiement? Quel impact ça peut avoir? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de crypto, parfois on parle de blockchain aussi, et c'est pas nécessairement la même chose. C'est deux choses différentes. Voilà. Blockchain, c'est la technologie de sécurisation d'un ledger, en quelque sorte. Et les cryptos, c'est une monnaie. C'est une devise, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce soit une devise virtuelle ou réelle en papier ou du dollar ou de l'euro, finalement, ça reste une devise. Nous, chez PayPal, on croit énormément à la crypto si ça permet d'améliorer l'inclusion financière. J'en ai parlé tout à l'heure, je disais que PayPal était très très inclusif et que ça, en fait, c'est pour ça qu'on cherche à donner le choix aux clients. Et en fait, l'inclusion financière est essentielle dans les pays où, par exemple, les espèces sont rois, parce que à partir du moment où elles n'ont pas de carte bancaire, on a parlé de l'avenir de la carte bancaire quelques minutes, mais en fait, dans les pays où il n'y a pas de carte bancaire, comment est-ce qu'ils font pour payer sur Internet? Ils ne peuvent pas. Sauf si, par exemple, ils achètent sur un site local qui accepte les espèces. Mais moi, je le voyais quand j'étais au Moyen-Orient. Il y avait des sites où, en fait, on ne pouvait pas acheter des livres parce qu'ils étaient censurés. Donc, les gens devaient les acheter à l'étranger. Et à l'étranger, du coup, ils n'acceptaient que le paiement par carte ou par PayPal. Et donc, le Bitcoin, tout ce qui est cryptocurrency, peut améliorer l'inclusion financière si c'est ouvert à tous et qu'il y a des moyens de transformer n'importe quelle autre devise ou n'importe quel moyen de paiement, que ce soit des espèces ou de la carte, en cryptocurrency. Il faut un transfert, il faut un intermédiaire. Alors, je disais tout à l'heure, PayPal était l'OS du paiement, et c'est vrai que depuis quelques mois, on fait pas mal d'annonces autour de la cryptocurrency. Et c'est vrai que la raison pour laquelle on s'est mis là-dedans, c'est parce qu'on pense qu'à terme, ça peut vraiment aider à dépasser les frontières, à aider toutes les personnes qui pourraient être exclues à cause des devises, à cause des moyens de paiement. Des schémas classiques de paiement. Okay. Donc, pour répondre à ta question à nouveau de manière un peu allongée, l'avenir, je pense que tout ce qui est cryptocurrency peut aider à l'inclusion financière. Je pense que ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut aussi travailler avec, je parlais tout à l'heure de l'écosystème, c'est un terme que j'utilise beaucoup, mais en fait, un exemple que je donne beaucoup, c'est j'allais beaucoup à Dubaï quand je m'occupais du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et la première chose qu'on voit, c'est on prend un taxi à l'aéroport, qui est le plus grand aéroport du monde, et le taxi, il faut le payer en espèces. Alors qu'en fait, Dubaï et les Émirats arabes unis se présentent comme l'une des nations les plus innovantes au monde et allant de l'avenir. Mais l'avenir, encore une fois, ce n'est pas les espèces. Mais il faut ne pas exclure les gens qui n'ont que des espèces, mais il faut pouvoir les accompagner. Et en fait, pour moi, il faut qu'un pays en voie de développement qui veut accompagner ces startups, comme je le disais tout à l'heure, et donc éliminer les espèces, il faut que les chauffeurs de taxi, les petites boutiques, tout l'écosystème, encore une fois, de commerçants et de e-commerçants puissent pouvoir être payés sans avoir de problème d'onboarding, comme je disais tout à l'heure, de mois et de mois d'attente, et des choses comme ça. Donc présenter le moins de friction possible à l'utilisateur final. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est le cas dans le monde entier. Parce qu'on a, ce qui est intéressant, toi et moi, on a parlé de New York tout à l'heure, et en fait, il y a des restaurants à New York qui refusaient les espèces avant même la pandémie. Avant même que ce soit considéré comme des billets sales ou des choses comme ça, ils refusaient les espèces parce qu'encore une fois, il y avait des vols, les serveurs, parfois il y avait des faux billets ou des choses comme ça. Et donc, ils ont tout simplement refusé les espèces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains hommes politiques des États-Unis, et donc à New York, qui ont interdit les restaurants d'interdire les espèces.
Alors qu'on voit en Italie, par exemple, où, encore une fois, les espèces, à un moment donné, étaient rois. On est obligé des gens à accepter d'autres moyens de paiement que les espèces exactement. dans d'autres pays, quoi. Et donc là, c'était le contraire, parce qu'en fait, ils estimaient que ça excluait une certaine frange de la population qui n'avait pas d'espèces. Enfin, qui n'avait que des espèces pour payer. Hyper intéressant. C'était passionnant et c'est un beau sujet de fin. Donc je te remercie Francis d'avoir accepté cette invitation. C'était un bel épisode avec un beau flashback dans le temps, retour dans le temps. On parlait de films lors de ce déjeuner, donc on a fait un retour vers le futur du paiement. C'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on souhaite à PayPal dans les années à venir et quel est ton enjeu, toi, ton challenge? Alors, par exemple, en France, on a atteint les 13 millions d'utilisateurs actifs. Donc, un utilisateur actif PayPal, c'est une fois par an? Alors, 3 fois par an minimum. 3 fois par an minimum. Mais, donc ça, c'est la base pour être utilisateur actif. Mais aujourd'hui, comme je dis, on est plutôt autour d'une quarantaine de transactions par an. Donc voilà, donc je dirais que... Alors, et tu as dit, pardon, je t'ai coupé, du coup, 13 millions d'utilisateurs 13 millions actifs aujourd'hui. Donc, je me souhaiterais bien une petite vingtaine de millions d'ici 1 an ou 2. Voilà. Ok. Un bel objectif. Et puis PayPal dans le monde, toujours d'être à l'écoute des clients, de continuer à innover, de continuer à être cette OS des paiements pour participer à l'inclusion financière. Francis, merci infiniment pour ton temps. Merci Laurent. C'était un plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.